Eh ben c'est parti. C'est parti. C'est bon Laetitia? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau live de la Ribambule. Donc je suis ce soir avec Antoine Lassalle. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Le directeur des éditions Philidalo. Et Arnaud Michel, bonsoir. Bonsoir Arnaud. Qui est l'auteur, scénariste, dessinateur, coloriste de Becky Stillborn, paru aux éditions Philidalo. Avec moi ce soir pour m'assister Laetitia. Bonsoir Laetitia. Tu m'entends Laetitia? Elle m'entend pas. Bon. Bonsoir. Ah si, elle m'entend. Tout va bien. Donc il répondra à vos questions sur Facebook et surtout n'hésitez pas à poser des questions et on relaiera les questions au fur et à mesure du live. Donc Antoine, les éditions Philidalo, c'est une petite maison d'édition. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'historique de cette maison d'édition? Ouais, c'est une ambition que je qualifierais de fraternelle. Ça faisait un petit moment qu'avec mon frère Bruno, on avait envie de monter une maison d'édition, mais ce n'était pas immédiatement possible. Moi, j'avais d'autres activités et lui, surtout, dirigeait la DIF, une société de diffusion que connaissent bien les éditeurs BD et les libraires. D'accord. Et il n'était pas possible pour lui, d'un point de vue éthique, d'avoir une double casquette, donc il fallait qu'on ait terminé nos activités pour pouvoir la monter. Fraternelle aussi, parce que, à cause du nom choisi, Philidalo, en fait, c'était le pseudo de notre autre frère, Christophe, comédien malheureusement décédé trop tôt. Et en fait, on a choisi ce nom-là pour réunir la fratrie tout ensemble dans l'aventure. Donc, fin 2015, les planètes se sont alignées, on a commencé, on s'est lancé avec deux projets BD qui nous avaient séduits, Fatalitas, dessiné par Julien Monnier, et puis 13 Devil Street, maison livre-objet imaginée par Benoît Vieillard. Donc là, on a 5 ans d'existence, et puis on souhaite construire sérieusement, sereinement et tranquillement un catalogue de qualité. Et on espère, voilà, avec un objectif simple et durable, c'est-à-dire bien faire les choses qu'on souhaite faire et prendre du plaisir à le faire. D'accord. Donc, toi, au niveau de la maison d'édition, en fait, tu as peu d'auteurs référencés. Tu es assez fidèle aux auteurs, parce que Julien a fait 4 albums, Benoît en a fait 2, Arnaud, Benoît en a fait 3, il a fait 2 Devil Street et il a aussi collaboré étroitement à Artienne. Ah, exact, au niveau scénario, exact. Au niveau scénario. Au niveau storyboard. Storyboard, d'accord. Ok. Et du coup, comment un petit éditeur comme ça arrive à s'en sortir dans la jungle des sorties, parce qu'il y a plusieurs dizaines de sorties par mois, plusieurs de très gros éditeurs qui inondent un petit peu le marché de nouveautés, même si on sait que 2/3 des nouveautés vont en partie finir au pilon. Vous arrivez avec Philidalo en fait à vous en sortir un petit peu. Comment vous... Oui, de toute façon, on ne va pas rivaliser avec les gros éditeurs, que ce soit en matière de prospection, en rythme de parution ou en volume de production, ça c'est sûr, on ne peut pas se situer sur leur terrain. Donc on va faire différemment, on va essayer de faire peu, mais bien. Donc en matière de prospection, on prospecte peu ou pas des auteurs très expérimentés ou chevronnés, parce qu'on a encore tout à prouver en matière de catalogue, d'images et de potentiel. Et puis la plupart des auteurs, ils sont surbookés. On part du principe que si on met 1 an pour faire un album, souvent les auteurs, ils ont 2 ou 3 albums en préparation. Donc ça fait une échéance à 2-3 ans. C'est difficile de se projeter et de bâtir là-dessus. Donc on reçoit régulièrement des projets, et puis aussi on contacte de jeunes auteurs dont le travail nous intéresse. À l'exemple d'Arnaud qui nous avait envoyé son projet,
avec lequel on a pris contact, on s'est rencontrés, et là est né un lien qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de projets très intéressants tous ensemble. Donc voilà, on fonctionne un peu comme ça. Donc ça, c'est pour la prospection. Sur la diffusion-distribution, on a confié notre catalogue à Macassar, qui est une société de diffusion et distributeur, qui est très active sur le marché BD et qui est bien adapté à notre développement et à notre rythme de publication. Donc voilà, on arrive à avoir une présence, et puis surtout grâce aux libraires qui forment un tissu unique en France, notamment grâce à leur dynamisme et puis à la loi Land. On s'appuie sur eux, et grâce à eux, ils nous permettent d'exister, d'avoir une visibilité. Et l'idée, c'est de tisser un lien durable avec eux pour que l'aventure dure. Voilà. D'accord. Bah, ma question suivante, c'était justement comment vous étiez rencontré avec Arnaud. Donc, j'ai déjà la réponse. Pour information, il y a également un roman que vous avez publié. Est-ce que c'est une démarche que vous allez répéter, rentrer dans le domaine des romans, ou est-ce que vous voulez vous concentrer sur la BD au niveau des éditions? On est exclusivement BD, mais on ne s'interdit rien. Et puis là, c'est pareil, c'est un coup de cœur, une rencontre. C'est un roman sur la franc-maçonnerie, mais fait par un franc-maçon, avec énormément d'humour, et qui raconte tout ça de l'intérieur de manière très très originale, très drôle, et qui, loin d'être dans la sphère du complot, de toutes les choses qu'on entend, c'est vraiment un amoureux de cette activité. C'est un vrai sacerdoce qui empiète sur sa vie familiale. Enfin, c'était voilà une histoire très drôle qu'on a eu envie de porter. Donc, le roman, je pense que ça restera annexe et accessoire, mais pourquoi pas. D'accord. Ok. Donc du coup, Arnaud, toi, tu étais au départ directeur artistique dans la publicité, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et comment tu es venu à la BD? Parce que tu étais dans la publicité, ensuite tu t'es mis en freelance en 2005, c'est ça? Ouais, exactement. Donc illustrateur depuis 2005, et là, d'un coup, auteur de bande dessinée. Alors, quelle a été la démarche pour passer le cap et aller de l'image fixe aux planches de BD avec le dynamisme qui va avec? Je suis déjà, à la base, un amateur de BD, un vrai gros amateur de BD, et puis de toute façon, en fait, même quand j'étais en agence, je m'amusais à faire des petites planches pour moi, comme ça, perso. Après, il y a eu un peu de temps où, avec le boulot, j'ai arrêté un peu le dessin. Parce que bon, voilà, c'est pas la principale. Je me suis remis peu à peu, en fait, avec l'illustration. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai explosé, en fait, dans une petite boutique qui est à différents endroits. Et il y avait des enfants qui me poussaient, en fait, à faire de la télé. Et voilà. Et puis les gens qui rentraient, en fait, dans la boutique me disaient: oh, vous faites de la BD, vous faites de la BD. Et ça revenait tout le temps. Et alors, vu que j'avais des petites histoires à moi, j'avais envie de raconter des histoires, je me suis lancé. Je me suis dit, bon, on se lance. Je me suis lancé, j'ai envoyé les dossiers, et puis bon, ça a marché avec Philippe Dallo, on s'est bien entendu, on a commencé à bosser ensemble, et puis voilà, c'est plein de projets à venir, donc c'est cool. D'accord. Donc j'affiche à l'écran l'adresse de ton site internet pour la partie illustration. On voit tous les dessins que tu as fait là, Morgan Freeman par exemple. C'est des chouettes dessins dans différents styles, des fois avec du pointillisme, des fois très réaliste. Enfin, moi j'aime bien. J'aime bien toucher un peu à tout, en fait. T'es un peu touche à tout. D'accord. Ouais, il faut pas, pour moi, le dessin, il faut explorer, en fait. C'est un des trucs, c'est un des vrais trucs que j'ai retenu en école d'art, c'est qu'il disait qu'en fait, il faut explorer, il faut essayer, il faut tout essayer tout le temps, et pas avoir peur, en fait, d'essayer des choses. Et il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est ça, en fait. C'est que, donc, du coup, en fait, j'essaie, et puis je vois si ça marche, si ça me plaît, si ça marche, j'essaie de pousser, si ça marche pas, j'essaie des choses, tout le temps. Tout le temps. Travail,
Le travail. Bah, l'habitude du dessin vient en dessinant. En général, il y a l'échauffement du matin sur un petit cahier. Ah, Toujours. Dessiné une fois par jour. Une fois par jour. Et donc, arrive Becky Stillborn. Donc, attends, un petit problème d'affichage. Voilà, j'avais 2 affichages en même temps. Becky Stillborn, alors, parle-nous un petit peu de Becky. C'est une femme un petit peu originale par rapport au siècle où elle évolue. Hein. L'histoire se passe en 1886. Et c'est une femme de caractère, dirons-nous. Oui, tout à fait. En fait, en 86, les femmes, elles n'avaient pas beaucoup de pouvoir, quasiment aucun. Elles n'avaient même pas le droit en fait, de faire un métier, en théorie, à part être infirmière, je crois qu'il y a un titre, il y avait d'autres choses comme ça. Alors ça a évolué parce qu'elles sont un peu rebellées, heureusement. Mais du coup, ouais, elle est un peu girl power pour l'époque. Elle ne se laisse pas faire, elle y va. Elle a un grand coup de pied dans son monde. D'accord. À noter que, pour expliquer un petit peu l'histoire, donc ça se passe en 1886. Becky revient chez son oncle et découvre une scène macabre, digne de Jacques l'Éventreur, hein, un petit peu, parce que c'est la même période. Donc là, les 3 premières pages, en fait, on prend la couverture, il y a cette image qui interpelle sur la couverture. La couverture est bien faite parce qu'elle donne envie d'ouvrir. On ouvre les 3 pages et dès la 3e page, on est en plein dedans. Là, on voit la page à l'écran. Bon, tout est dit. Donc forcément, une fois qu'on est pris dedans, on le lit, le livre. Et du coup, au niveau du scénario, on sent que c'est déjà une BD un petit peu mature. C'est-à-dire que les personnages sont bien campés, bien caractérisés. Tu avais travaillé déjà... Enfin, il y a un dénommé Marty, un inconnu nommé Marty, qui aide au scénario. Mais toi, déjà, tu avais déjà bien tout en tête, ou est-ce que c'est un travail collaboratif? C'est comment ça se passe? Alors, pour la suite, c'est pareil, j'ai une grosse partie en tête de l'histoire. Vraiment, l'énorme structure est faite. Après, avec Marty, on s'est rencontrés et à force de discuter ensemble et tout, on s'est apporté des choses. Donc, on a peaufiné, il a apporté, j'ai apporté. Ça a été vraiment un ping-pong. En fait. C'est comme ça en fait. On a bossé ensemble et le scénario, vraiment, les 2 sont liés en fait. Il a apporté des idées, moi j'ai rebondi sur des idées. Il y a des choses que j'ai un peu bloquées aussi parce que je n'étais pas d'accord. Donc voilà, lui un peu pareil. Enfin, voilà, D'accord. toujours un peu comme ça. Ça s'est évolué comme ça et le scénario il a pris place. Il s'est monté de cette façon-là. Parce que c'est pour une première bande dessinée, en fait, c'est déjà un gros travail. Il y a la mise en page, la caractérisation des personnages, l'inspecteur Isaac Jack avec on va dire ses tourments. Hein, à cette époque-là, on a par exemple Sherlock Holmes qui lui est plutôt dans la drogue. Là, c'est plus dans l'alcool. On apprend petit à petit un petit peu le pourquoi, mais je pense qu'on en saura plus dans les tomes suivants. Mais ouais, il y a les 2 comparses, Jennings et Crowley, qui sont là pour mettre la petite touche d'humour, les 2 policiers, les 2 plantons un peu benets, le gros sergent barbu irlandais, enfin tout est déjà... moi j'avais l'impression d'être dans un Sherlock Holmes, mais avec un inspecteur au lieu d'avoir un détective quelque part. Ouais. Ouais, non? Oui, ouais. Après, c'est l'époque, hein, donc forcément, il y a des codes, il y a des codes qui doivent être là, il faut qu'il y ait des personnages forts. C'est pas moi. Ce que j'aime bien dans les histoires, c'est quand les personnages ils sont un peu forts, ils ont déjà des gueules, c'est clair. Ouais. On les reconnaît, ils ont des traits, et ils ont un caractère aussi. Quand on s'intéresse à quelqu'un à l'extérieur, quand quelqu'un c'est le caractère, c'est pas parce qu'il est plat. On passe son chemin et puis hop, voilà. C'était un peu le but. Il faut qu'il soit des côtés sombres, des côtés un peu moins sombres. Ouais.
dégage quelque chose, de la lumière, je sais pas trop comment expliquer, mais ouais, effectivement. D'accord. Donc là, c'est tout à fait le cas, parce que là, les personnages sont bien caractérisés, bien campés. Enfin, pour une première BD, honnêtement, moi, je suis un peu surpris de la profondeur du scénario, et en bien, je veux dire. Hein. Donc ça, c'est bien. Bon, après, Marty, le dénommé Marty est également crédité au scénario sur À l'ancienne, qui est également très bien. Donc, Antoine, tu peux par contre juste nous dire pourquoi ce dénommé Marty n'est pas crédité sur les couvertures des albums? Alors, bon, je vais faire tomber le masque pour la ribambule. En fait, Gallo, de temps en temps, accompagne au scénario des projets qui ne sont pas totalement achevés. Et donc, je participe avec d'autres à l'écriture d'À l'ancienne ou là de Becky. D'accord. Voilà. Donc, le Marty, c'est simple. Et l'idée, c'est qu'on veut mettre les auteurs avant, et que de toute façon, cette histoire, c'était l'univers d'Arnaud, c'était son histoire, et donc, on n'a pas envie d'apparaître en couverture. Donc voilà. Tout simplement pour peaufiner le travail du mieux possible et faire le meilleur album possible. Et d'accord. Donc bon, vous savez, on n'était pas trop dupes, mais bon, merci de nous le confirmer en exclusivité pour la ribambule. Et donc en fait, c'est un peu un vrai travail éditorial que tu fais. C'est même un peu plus, mais la plupart des projets qu'on reçoit, et c'était le cas pour Becky, il y avait une structure, il y avait des super idées, il y avait des super premières planches, et moi je suis bluffé par la première BD de Darwin, c'est clair. Et moi après j'ai juste essayé de temps en temps, et comme il le dit, en ping-pong, et on a passé un moment super à voir ça ensemble, à essayer de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Et là, le défi, c'était comme c'était un album assez court, il fallait vraiment pouvoir ancrer très vite les personnages. Et on s'amusait à faire un super cliffhanger à la fin, créer une bonne frustration, et l'idée, c'est qu'on va déchirer dans le tome 2, et il y aura plein de choses. Et voilà, exigence et plaisir. Et Arnaud, qui est un bosseur, vraiment, c'est impressionnant, c'est un plaisir. Donc c'est super. D'accord. C'est vrai que chez les gros éditeurs, vu le volume de publication, il n'y a pas forcément le temps de faire un travail éditorial comme ça aussi complet. Donc ça, je pense, Arnaud, ça doit être appréciable à vivre. Après, tu n'as pas l'expérience d'autres éditeurs, mais... Non, c'est super, hein, ça permet de... Moi, c'est la première BD, donc c'est un peu aussi inconnu, donc ça permet de pouvoir être dedans, de peaufiner, de voir là où on n'est pas bon, là où ça va pas, comment travailler sur certaines choses, voilà. Ça permet de progresser et puis d'envoyer. D'accord. Bah là, au niveau scénario, sans dévoiler la fin, effectivement, il y a un cliffhanger sévère, oui. Il y a ça, disons que l'ouvrage passe dans une autre dimension quelque part. On attend vraiment la suite avec impatience pour voir un petit peu ce qui va sortir. Et mon petit doigt me dit que le dénommé Soulness n'est pas innocent dans cette affaire. Mais bon, ça c'est mon petit doigt. Je verrai si j'ai raison. Au niveau scénario, donc c'est bien construit, bien fichu. En 3 pages, on est dedans. Donc là, c'est du classique. Hein. La page de droite doit donner envie de tourner. Donc la 3e page est à droite. Voilà, on voit le truc, et c'est classique dans la bande dessinée. Hein. La page de droite est celle avec à chaque fois un petit cliffhanger pour en faire comment on appelle ça, un page turner. La page de droite est toujours la plus chère. Hein. Ah, plus cher. Ouais, toujours.
D'accord. Donc, donc, à part ça, comment tu travailles pour passer du storyboard à la BD, tu fais un storyboard très détaillé ou juste des roughs, des rushs Alors, c'est entre les deux en fait. En fait, le storyboard, en fait, j'ai un peu je marche, j'ai le scénario dans la tête, je l'écris, voilà, ça va une chose. Par contre, je le fais directement en fait en story. Et le story sert j'ai un peu les images dans la tête, et donc en fait, il me sert aussi à faire la composition en fait, de la planche, des cases, et de voir si la planche fonctionne. Donc il n'est pas forcément hyper précis non plus. Par contre, je note les idées derrière, des croquis à côté, des choses. Et je me laisse la liberté, encore une fois, en fait, quand j'arrive au crayonné, d'ailleurs même une fois, sur les 3 premières planches, en fait, il y a une case où il y a une rustine, en fait, parce que la case ne me plaisait pas, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait la couleur, et même pourquoi pas la couleur à faire toucher derrière, jusqu'à ce que l'album soit sorti, on va dire, de changer quelque chose si ça ne me plaît pas, ou si ça ne va pas. D'accord. Voilà. Tant que c'est pas envoyé, en fait, moi, je considère qu'on peut changer des choses. Et voilà, donc à partir de là, en fait, c'est vraiment en fait, moi, la composition en fait, de la planche et des cases, c'est super important. En fait. Le cadrage, les lignes qu'il peut y avoir en fait, pour guider le lecteur, en fait, parce que je peux mettre en avant plein de choses en fait, dans le temps. En fait, Au niveau cadre. Le storyboard il sert aussi à ça. En fait. D'accord. Ok. Au niveau cadrage, moi j'ai trouvé ça très cinématographique. Ça, il y a des contre-plongées, des plongées, des cases qui avancent. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une influence cinématographique importante dans ton dessin. Ouais. J'adore le cinéma et pour moi la BD, c'est un cinéma en image fixe. En fait. Après, il y a des BD qui sont pas en cinéma en image fixe, mais pour moi, ma façon de le faire et le truc, c'est du cinéma en image fixe. En fait. C'est comme si je passais la caméra à l'endroit. En fait, là. Je me fais la fin de la scène tout seul, et voilà, je suis très cinéma, ça c'est clair. Mais après, c'est aussi la BD que j'aime et il y a beaucoup d'auteurs que j'aime qui sont très cinématographiques aussi dans la façon de faire les choses. D'accord. À noter que tu as un deuxième site web qui s'appelle arnaud-michel.com où là on peut acheter les planches originales. On peut acheter quelques planches originales de Becky. Et à noter quand même, c'est qu'elles sont en couleur directe. Donc tu n'es pas un adepte de numérique. Beaucoup d'auteurs maintenant sont passés au numérique et travaillent leurs planches à la couleur, ce qui permet de les refaire 10 fois s'ils veulent. Toi, tu travailles en traditionnel. Ouais. Donc ça veut dire que c'est bien le contact, le pinceau, la couleur, le hasard aussi, ça peut donner quand on fait de réparer quelque chose, le fait de jeter carrément parce que ça marche pas, de découper, de faire. Ça t'est arrivé de gâcher des planches et de devoir les refaire De faire des rustines, ouais, ça m'arrive. C'est déjà arrivé. Hein. Des rustines, d'accord. Donc si adepte à nos spectateurs, si vous voulez acheter une planche de Becky, vous pouvez aller sur le site arnaud-michel.com. Il y en a quelques-unes en vente et des pas mal. Voilà, donc toi tu as besoin un petit peu de sentir le papier, c'est ça que tu voulais dire. Je trouve que c'est pas une sensation en fait. Alors j'en fais aussi, j'ai arrivé en fait de dessiner sur ordinateur, ça m'arrive régulièrement, mais c'est pas la même sensation. En fait. D'accord. Ça gratte pas, ça glisse pas, ça fait pareil. T'as pas la même sensation. En fait. D'accord. Ok. Ben, ça, faudra en toucher 2 mots aux autres auteurs à l'occasion. Quand on achète des planches originales, on a que du noir et blanc maintenant. C'est embêtant. C'est quand même plus chouette. C'est quand même plus chouette une couleur. Ah, j'adore le noir et blanc, moi. Peut-être à l'avenir une BD en noir et blanc, peut-être. Ah, peut-être. Ça faut demander à Philippe Dallot. C'est vrai qu'il n'y a pas de noir et blanc dans les bandes dessinées Philippe Dallot, Antoine.
Non, mais Arnaud risque de nous y pousser parce que ses entrées sont tellement bien. Les aplats noirs, là, ouais, c'est... C'est vrai que le noir et blanc est magnifique, donc on pourrait imaginer à la fois une édition couleur et une édition noir et blanc, tout à fait. Ah, ah là, c'est... Ouais. Je pensais plutôt à un Sin City à la française. Oui. Bah ça, là, on est pris pour un petit moment, donc, mais tout est possible, honnêtement, tout est possible. Oui, tout à fait. D'accord. Laetitia, avons-nous quelques remarques sur le fil Facebook de la Ribambule? Alors, on a Nicolas qui nous passe le bonjour. Bon, voilà, c'est pas lui qui anime ce soir, c'est toi, mais sache qu'il te surveille quand même. D'accord. Et sinon, on a Fabienne, comme d'habitude, qui est là. Donc, Fabienne trouve que les dessins sont vraiment très, très intéressants. Elle aime beaucoup. Et elle se permet de dire que, surtout, faut pas jeter les planches qui sont ratées. Elle veut bien les récupérer, elle. Elle perd pas le nord. Bonne remarque. Ok. Donc on va passer à une petite preview. Merci Arnaud sur Becky 2. Alors le tome 2 de Becky est prévu pour le printemps prochain, à peu près, hein, mars à peu près. Je dis pas de bêtises. Ouais, on va dire mai-juin, normalement. Mai-juin, donc un petit peu plus tard, ok. Et là, on voit justement un storyboard de la planche 1 et le travail préparatoire au storyboard avec les expressions de visage, etc. Donc on voit que c'est quand même très, très détaillé déjà au niveau du storyboard, bien expressif au niveau des visages. Enfin, c'est... Dis-nous en plus, Arnaud, sur Becky 2 sans divulgacher quoi que ce soit. Je sais pas. Non. Ça se met en place, c'est très doucement, sûrement, bien. Là, on voit sur le premier story, non, là, je suis en train de. Il y a toute la première partie, en fait, l'intro qui est en train de se placer. Donc là, on arrive, ça va être, on est direct en hiver, histoire de mettre un peu plus de temps. Pour montrer le temps qui est passé entre le premier et le deuxième tome, ouais. Il y a un peu de temps passé, et puis là, ils vont commencer, on met les choses en place, les caractères, la façon d'être de Becky, donc ça, on expliquera des choses, et puis on sera parti pour y aller. Pour un peu d'action, un peu d'aventure et un peu d'enquête policière. Et fantastique. Un peu quand même. Alors, tu m'as également fait parvenir un concept art de Becky qui est assez magnifique là. Ça ferait peut-être pas une couverture, mais peut-être un quatrième de couverture très très sympa, ou un ex-libris peut-être. C'est pas quelque chose qui est fait habituellement chez Finidalo. Peut-être une idée à développer, je ne sais pas, Arnaud, Antoine. Alors ça ne sera pas la couve, parce que pour la couve, il y a une idée. Mais après, ouais, je la trouve super, cette illustration. Avec les flocons de neige et la Winchester sur l'épaule, elle est ça confirme le caractère de Becky, parce que dans le tome 1, pour dire très rapidement, en fait, l'inspecteur mène l'enquête et Becky décide de mener elle aussi l'enquête et de suivre l'inspecteur, même dans ses travers les plus reculés de boxe clandestine ou ce genre de choses. Donc elle se mêle un petit peu de tout et finalement c'est plus elle qui fait avancer l'histoire. Donc ce serait justice de la mettre en valeur effectivement comme ça. D'accord. Donc ça c'était pour Becky 2, donc c'est prévu pour mai-juin 2020. Mais vous avez entre-temps un autre projet sur Frank Capra. Alors, là, il faudrait nous en dire un petit peu plus, Antoine. Dis-nous tout. Parce que là, tu es officiellement au scénario.
Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça va être le 30e anniversaire de la disparition de Capra. Et, 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 et puis moi j'avais écrit un scénario sur Capra que j'ai proposé à Arnaud assez vite. D'accord. Et puis ça lui a plu aussi. Il parlait de cinéma tout à l'heure et c'est vrai que nos échanges au départ, on se parlait énormément en termes de scènes de cinéma et c'était vraiment bien. Et donc pour le Capra, il a fait des essais et c'était super. Donc là, on est en plein dedans. Je ne veux pas en dire trop sur l'histoire, si ce n'est que c'est marrant parce que c'est aussi le sujet, c'est comment un petit réalisateur peut tirer son épingle du jeu face aux grands studios d'Hollywood de l'époque. Et puis c'est une amitié entre un réalisateur et son scénariste et une histoire assez extraordinaire. Donc ça va être ça. Donc ça va être un one shot. Ouais. Un bouquin assez conséquent qui fera environ, plus de 80 pages. Et puis comme un film, comme un vieux classique hollywoodien, ça va vraiment être un super album. D'accord. J'ai du mal à en parler pour pas déflorer ni spoiler l'histoire. Faut pas divulgacher. Mais en fait, moi j'aime beaucoup l'âge d'or hollywoodien, les années 20 aux années 50. Il y a beaucoup de choses dont on connaît les points de départ, on connaît les points d'arrivée, mais on ne sait pas forcément comment on est arrivé du point A au point B. Et donc là, c'est ça. Il y a un mélange de réel et puis d'imagination pour arriver à relier deux points ensemble d'une histoire assez étonnante, vraiment. Avec là aussi un arc narratif qui va bien surprendre le lecteur si tout va bien. Si tout va bien. Ben, sur 80 pages, il y a de quoi surprendre, c'est parfait. Laetitia, tu avais quelques petits commentaires? C'est ça, j'ai deux questions. On va commencer par celle de Nicolas. Faites-vous appel à des lecteurs et des correcteurs pour vos albums? Parce qu'on se rend compte à la lecture de nombreux albums édités un peu partout qu'il y a des manques à ce niveau-là, surtout au niveau orthographe. Donc, alors que c'est important pour que la lecture soit agréable. Donc, voilà, il aimerait avoir l'avis d'un éditeur. Oui, tout à fait. Donc, notamment pour les David Street qui faisaient 300 pages, avec beaucoup de bulles. Oui, on faisait appel à des relecteurs parce qu'on laisse toujours passer des petites coquilles. Sur un album comme Becky, on s'est relayé régulièrement, Arnaud envoyant, ensuite moi j'envoyais, et au final, après 4 ou 5 échanges, sur ce format-là, on a pu s'en sortir à deux avec nos proches. Mais sinon, par exemple, sur le Capra, je pense qu'on risque de prendre un relecteur. C'est un format court, mais c'est quand même 56 pages, plus le petit cahier graphique. C'est pas un 42 pages. Mais oui, par rapport à 80 pages, c'est... Il y a des dialogues, oui. Mais oui, on a recours, oui, tout à fait. D'accord. Et la deuxième question, Laetitia? Oui, effectivement, Fabienne qui a plusieurs questions. On va commencer par celle sur les parcours professionnels. Elle voulait savoir si, comme beaucoup de dessineux, vous étiez passionné de dessin déjà tout petit. Comme tout le monde, j'ai appris à dessiner avant d'écrire. Et ça, c'est à tout le monde, même nous. Moi, j'ai continué à dessiner. Voilà. Vraiment, je dessinais tout le temps mon cours. Tout le temps. Tes cahiers d'écolier étaient remplis de petits dessins dans la marge, c'est ça? Il y avait plus de dessins que de notes des cours. Mais bon, voilà. D'accord. Et du coup, sinon, Fabienne voulait aussi savoir, alors, je cite, « Bon, parlons sérieusement, ils viennent quand en dédicace à Paris ?»
Voilà, parce que visiblement, elle aime vraiment beaucoup les dessins et elle a même dit qu'elle adorait le coup de crayonné, donc voilà. Là, on avait été un peu bloqué par le confinement, mais ouais, on va essayer d'organiser très vite, je pense à l'horizon de la rentrée, une dédicace à Paris et voir plus si affinité, voilà. Non, on va faire des choses, bien sûr, ouais. C'est compliqué de faire venir un Breton à Paris quand même. Oh, ça va, je réussis à... En fait, j'y vais, et donc, oui, on équilibre les choses. Je vois Arnaud qui sourit. Il ne contredit pas la réputation des Bretons. C'est bon, Laetitia? Oui, c'est bon pour moi. D'accord. Donc, oui, des petits cahiers remplis de dessins. Moi aussi, j'en avais, mais ils étaient tellement mauvais que je me suis contenté d'être lecteur. Et donc, sur la... Alors, Oui? Ah, non, j'ai cru qu'Antoine parlait. Pour la couverture de Capra, tu nous as envoyé un petit descriptif sur la façon, enfin des petits dessins. Moi, j'ai récupéré ça sur un post Facebook que tu as passé, de l'évolution de la couverture entre le crayonné, la mise en couleur, l'ancrage. C'est assez impressionnant à voir. Comme ça, tu as fait plusieurs essais de couleurs avant d'arriver au bon objectif ou c'est venu assez vite? Alors, je ne cache pas que je devrais en faire plus que je n'en fais des couleurs, mais souvent, en fait, je les fais dans ma tête. Alors, je suis assez... c'est dans ma tête. Et j'essaye des trucs. Alors après, ça marche ou ça marche pas. Et des fois où, voilà, je prends le papier et je le jette. Et des fois où je fais aussi des essais de couleurs en tout petit pour voir ce que ça donne. Mais en fait, j'imagine dans ma tête, en fait. Vraiment, en fait. J'essaie de reproduire ce que j'ai dans la tête. D'accord. C'est toujours bien de voir l'évolution des différentes versions d'une couverture entre le crayonné et l'ancrage. Les sièges sont un peu plus espacés. Il y a des essais de couleurs avec des bobines de film, évidemment, pour un réalisateur. Et, voilà, après, moi, il y a pas mal de crayonnés en tout petit. Hein, c'est pour ça que ça s'espace et tout ça, parce qu'il y a l'idée en fait de départ de la couverture. Et après, il y a la composition, il y a des choses, il faut placer les choses au bon endroit, pour ajouter des choses, pour guider et tout ça. Donc là, il y a pas mal d'essais en tout petit, après en plus gros, puis après le crayonné. D'accord. Je rappelle que Frank Capra, donc c'est un réalisateur des années 30-40, qui faisait des différents films comme L'extravagant Mr. Deeds ou Arsenic et vieille dentelle. Moi, j'aime bien Arsenic et vieille dentelle avec les mamies tueuses, mais ça c'est mon petit délire à moi. Et puis il y avait aussi des films comme L'homme de la rue ou Monsieur Smith au Sénat, qui sont des films un peu plus profonds sur un inconnu qu'on prend et qu'on met un petit peu en avant comme ça. Je sais pas, et je ne demande pas de divulgacher le truc, mais est-ce que ce sera un petit peu dans ce genre-là? Est-ce que ce sera complètement différent, le Capra? Oui, tout à fait, ces gens-là, c'est l'humain, c'est comment, finalement, à force de volonté, de bienveillance et d'amitié, on arrive à passer les obstacles les plus difficiles. Et c'est le thème de nombreux de ces films où, en fait, c'est un peu des contes, des fables sur des belles histoires. La vie est belle, voilà. Oui, La vie est belle, oui. On ne sera pas sur un biopic, hein. C'est vraiment un épisode de la vie de Capra, très étonnant et très très ancré sur Hollywood. Et voilà. D'accord, donc ce sera
Le Hollywood de la grande époque, les dessous du Hollywood de la grande époque. Oui, on verra les studios, on verra la MGM, on verra la Columbia. Arnaud fait ça, c'est top, c'est top. Là, on est en plein dedans et c'est vraiment agréable à faire. Enfin, moi là, pour le coup, je vois concrètement, tout d'un coup, le scénario prendre vie. Voilà, c'est vraiment un plaisir génial. Oui, c'est-à-dire que là, tu es 100% scénariste, c'est pas juste une aide au scénario sur faudrait le faire un peu comme ci, un peu comme ça, c'est pas du travail éditorial pour faire le meilleur livre, là c'est vraiment le livre et tu essayes de dire à Arnaud ce que tu veux qu'il mette en forme exactement. Ouais, et ce que j'avais imaginé il y a déjà un petit moment, et tout d'un coup le voir réaliser, et puis voilà, j'ai l'impression que lui s'amuse bien aussi à le faire, et donc, et en plus il met des choses auxquelles moi j'avais pas pensé, et tout ça, donc non, c'est un vrai bonheur, et, non, et puis et ça confirme, parce que Becky, c'est déjà un super album. Là, Capra, ça va être vraiment bien. Et donc, et le Becky 2, je ne sais pas si comme moi, il a déjà hâte, mais bon, il faut d'abord finir. Mais enfin, voilà, quoi, on aimerait aller plus vite que la musique, mais on ne peut pas. Ça va déjà lui faire 2 albums dans l'année, dont un de 80 pages. C'est déjà un très bon rythme. Challenge, un gros challenge. Je voudrais rajouter un petit commentaire qu'on a sur notre site laribambule.com de Denis Astorg, je ne sais pas s'il nous suit ce soir, mais qui dit que Becky Stillborn, c'est son coup de cœur de cette année. Quel premier album, j'adore la patte graphique et l'histoire est bien emmenée, avec un rythme soutenu et des plans bien découpés. L'intrigue est bien présente et prometteuse, avec ce qu'il faut de petits détails parsemés ici et là, nécessitant une seconde lecture pour en apprécier pleinement le potentiel. Hâte de découvrir la suite. Je confirme qu'une deuxième lecture s'impose pour voir tous les petits détails que nous a concocté Arnaud dans la BD. Vraiment. Donc on est ravis en tout cas de l'accueil. Je ne sais pas si Arnaud est d'accord, mais on est ravis de l'accueil réservé à Becky. C'est super. Ah ouais, c'est clair. Super. Alors, tu connais pas, Arnaud, les autres éditeurs, mais je pense que être chez un éditeur qui sort en moyenne 2 livres par an, ça permet d'être bien mis en avant, bien chouchouté, bien choyé en termes de marketing, de communication. Donc je pense que il vaut mieux être un auteur phare chez un petit éditeur qu'un énième auteur dans un catalogue de gros éditeurs où personne ne s'occupe vraiment de la promo de l'album. Ouais, je pense aussi. Après, j'ai jamais été chez un gros, donc je peux pas dire si c'est le cas. Mais, vu comme ça, oui, je pense. Enfin, vu comme ça, ça me semble logique comme démarche. Et donc le Capra, il est prévu pour novembre, c'est ça Oui, il sera fini en novembre. Il n'est pas dit, à cause de l'embouteillage dont tu parlais tout à l'heure, la période de Noël étant une période entre septembre et décembre, en gros, il y a 60-70% de la production BD qui sort. Donc, il sera peut-être décalé à début janvier 2022. Voilà. Est-ce qu'il sera là à temps pour Angoulême ? Ou est-ce que vous faites l'impasse sur Angoulême ? Non, on va essayer. On va essayer d'être présent. Non, ça serait vraiment super. D'accord. Et au niveau des ventes d'albums en général, au niveau des éditions Philidalo, en fait, Becky se situe dans la bonne moyenne déjà, après seulement 3 mois de... Oui, tout à fait. La mise en place a été très, très bonne. On a vraiment bien travaillé avec Macassar. Après, on n'a pas assez de recul pour
pour en tirer un bilan. Effectivement, après 3 mois, bon, il n'y a pas de retour, voilà, mais il est tôt encore, il est tôt. C'est bien quand il n'y a pas de retour déjà. Oui, oui, tout à fait. Non. Il y a même du réassort, donc non, c'est super. Bah, moi, en tout cas, sur ma petite librairie à Meaux, l'album était bien mis en avant et il y est resté 2 semaines. Eh ben, Vu le rythme des publications, il y a des albums qui restent 3 jours et qui repartent direct dans le fond, voire en retour. C'est plutôt bon signe. Ouais. C'est aussi ce que je soulignais tout à l'heure sur le travail des libraires et la mise en avant. Et je pense que voilà, ils ont tellement d'expérience aussi, eux, qui voient. C'est un premier album, mais je pense qu'il est effectivement qualitatif et que super s'ils ont envie de le soutenir. C'est génial. Donc, en tout cas, on fait tout pour faire ce genre d'album et faire qu'il y ait une petite musique qui s'instaure dans l'esprit des libraires et des lecteurs en disant que voilà, il y a peu de choses qui sortent chez Philippe Dallot, mais ce qui sort est intéressant. Voilà. C'est un petit peu la conclusion effectivement à retenir, c'est que 2 albums seulement par an, mais quels albums quoi. Ouais, et puis on espère qu'on montera, idéalement, on aurait un volume de production de 5 albums annuels à moyen terme, ça serait très bien. Voilà. D'accord, donc vous êtes en pleine croissance en tant qu'éditeur et... Ouais, tout à fait. et aurons-nous la chance d'avoir un 3e 13 Devil Street? C'est un projet qui est bien sûr sur la table. Benoît, il travaille d'arrache-pied, il a déjà... il y a un vrai projet, alors il en a parlé un petit peu, ça se passerait dans les années, fin des années 60, début des années 70. Il y aurait les Beatles, les Stones, ça serait sur le rock. Après, tout l'enjeu, c'est de ne pas faire un Devil Street de plus, c'est-à-dire juste le concept et on remet des personnages. Donc, faire une vraie histoire qui renouvelle et qui réinvente un peu le concept, ce qu'il est en train de réaliser. Donc, on est en train d'en parler. Ça serait vraiment super. Parce que ça reste un super bouquin. Tout à fait. Des gros bouquins qui sont régulièrement en coup de cœur aussi chez les libraires d'ailleurs depuis des années maintenant. Ouais, tout à fait. Non, ça a plu beaucoup et il y a vraiment des lecteurs fidèles qui le suivent. Non, c'est très bien. Ça serait vraiment super. Mais là aussi, faire vraiment un très bon tome 3 et pas un tome de plus, quoi. Voilà, c'est l'enjeu. D'accord. Eh bien, Laetitia, est-ce que tu as une dernière question sur le fil de Facebook? Non. Enfin, juste une petite précision de Fabienne qui dit qu'elle ne l'a pas vue pour le moment en librairie, Becky Stillborn, mais qu'elle va la chercher. Donc je pense que vous allez faire une vente de plus dans pas très longtemps, à mon avis. Il est sorti au mois de mars de cette année, donc on peut facilement le trouver ou le libraire peut le commander, il n'y a pas de souci. Merci Laetitia. Je précise à nos auditeurs que Laetitia porte le même nom qu'Antoine, mais c'est purement fictif. C'est purement le hasard, on va dire. C'est pas la cousine d'Antoine. Non, je témoigne, on ne se connaissait pas. J'ai une dernière petite question de Fabienne qui demande combien il y a de tomes de prévus. 3 tomes. Arnaud, je te laisse. 3 tomes. Il y a le 2e là, et le 3e après, et après, on passe à une autre idée. D'accord. Oui, c'est une trilogie qui est prévue en effet. Eh bien, écoutez, merci messieurs pour ce live. S'il n'y a plus de questions, je vais juste finir pour rappeler que Becky Stillborn, le tome 1, est disponible dans toutes les bonnes librairies depuis le mois de mars.
que le tome 2 sera pour avril-mai de l'année prochaine et qu'entre les deux, on peut retrouver notre duo d'auteurs sur l'extravagant Monsieur Capra à sortir fin de cette année, début d'année prochaine au plus tard. J'ai tout bon ? Tout à fait. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous pour ce live. Encore une fois, désolé pour le couac d'hier avec les petits problèmes techniques que nous avons eus. Et puis à très bientôt pour un nouveau live. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.